Bonsoir, au sommaire, le bilan sur la rentrée des classes, l'Assemblée Générale de l'association Chalosse-Tursan, un petit tour en Espagne pour découvrir le taureau de la Vega de Tordesillas. Mais pour commencer, nous recevons Daniel Castells. Bonsoir Daniel. Bonsoir Pascal. Président de Méga Passion, qui va nous parler d'un événement à venir. Donc les samedis 15 et 16 et dimanche 16 septembre, sur le site des arènes d'Agenmo, Agenmo Méga Passion organise sa 4e bourse d'échange, qui s'appelle d'ailleurs Festival Vieille Mécanique, puisque ça englobe la bourse d'échange avec les exposants qui vendent les pièces de voitures, une expo de voitures de collection, il y aura une centaine de véhicules. Nous avons également une bâtère étalée sur les 2 jours, le samedi et le dimanche. Le vide-grenier le dimanche, restauration sur place, l'entrée est gratuite. Mais le point d'orgue, c'est le tirage de la bourriche du dimanche à 16h. Le premier lot étant une Renault 4 de gendarmerie entièrement restaurée chez un carrossier. Voilà. Alors, est-ce que ça a marché beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup vendu de tickets? Alors, les tickets sont en vente. Ça marche bien. Actuellement, nous avons 3 personnes qui sont sur Mont-de-Marsan qui vendent les tickets. Ah, vous rayonnez jusqu'à Mont-de-Marsan? Oui. On a moins de chances de gagner à Agenmo alors, quand même, Daniel. Et la Renault 4 a une bonne bouille, donc c'est très porteur, c'est très demandé aussi. Alors, je crois qu'il y a aussi des tracteurs, tu n'en as pas parlé, mais ils reviennent cette année aussi. Voilà, donc il y a une tradition sur Agenmo, ce sont les tracteurs. Il y aura, je pense, 7 ou 8 tracteurs, pas plus, mais ce sont des pièces très anciennes de l'entre-deux-guerres, pour la plupart, des sociétés françaises et d'autres marques américaines aussi. Des 2 roues aussi? Alors, les 2 roues, il y a toujours quelques motos, puisque parmi les exposants, il y a pas mal de pièces de motos et Solex, puisque le Solex maintenant a également c'est collectionneur, pardon. Et donc au niveau des exposants, c'est toujours pareil, hein, un petit peu plus, un peu moins, ça se maintient? Les exposants, ça se maintient. En fait, nous restons en contact avec les exposants dans toutes les bourses, dans le 32, le 33, le 31, 64, 65. Nous gardons le contact toute l'année à l'occasion des bourses. Et ils viennent régulièrement à Agenmo. Donc il y aura une partie des exposants dans les arènes, sous le chapiteau, qui sera là pour l'occasion, hein, début septembre. Et l'autre partie à l'extérieur. Donc on va retrouver un petit peu un paysage connu, toujours autant de public très certainement. Voilà, les amateurs de pièces qui cherchent une pièce spécifique, donc ceux-là ce sont les premiers à investir les locaux à 7h du matin le samedi. Et puis pas mal de curieux. Voilà, je pense que c'est une opération qui draine environ 2-3 000 personnes sur le week-end. Oh, c'est énorme, oui. Voilà. Donc tu veux bien nous rappeler la date, Daniel, s'il te plaît? Donc c'est le 15 et le 16 septembre prochain. Très bien, donc samedi, dimanche, on sera là, bien entendu. Merci Pascal. À bientôt. Au revoir. Nous recevons maintenant Maxime Berlon, président du club Agenmo Handball. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Qui vient nous parler donc du club. Alors qu'est-ce qui se passe et quelle est l'actualité? Alors cette saison, on voudrait relancer le club du Agenmo Handball par le biais de 3 catégories. Donc pour les tout petits et pour les plus grands. Pour les tout petits, dans un premier temps, on voudrait lancer une catégorie qu'on appellerait Baby Sport, puisque en fait c'est pour les jeunes de 3 à 5 ans. Ah, très jeunes. Voilà. Ouais. Et avec le club du HDC, le club de basket. Il voilà. y a un lien entre le handball et le basket à cet âge-là. Peut-être que y a des choses qui se ressemblent. Alors exactement au niveau, lors de cette catégorie d'âge, les exercices sont semblables au niveau de la, de la technique, de la perception de l'espace, des choses comme ça peut-être. La maniabilité du ballon. Aussi. Voilà. D'accord. Donc en fait la licence serait offerte à cet âge-là et le premier entraînement aurait lieu à partir du 14 septembre de 17h à 18h30. Donc c'est tous les vendredis. Voilà. Où est-ce que se passent les entraînements pour les petits comme ça? Donc c'est le vendredi au COSEC. C'est au COSEC, d'accord. Voilà. Ouais. Et le samedi d'après, on fait une semaine sur 2 à la salle de Doisite. Ah d'accord, salle de Doisite. Voilà. Et tu sais combien il te faut à peu près de petits pour pouvoir ouvrir cette section, si on peut parler comme ça, ou tu as une idée? Il n'y a pas de chiffre idéal, mais après, une dizaine serait bien. Voilà. D'accord, et après tu as un autre projet alors du coup? Ensuite, oui, on a une autre catégorie à présenter au niveau des petits, c'est l'école de handball. Là, c'est pour les enfants âgés de 6 à 9 ans. Il y aurait donc un entraînement par semaine le vendredi soir à 17h30 au COSEC.
Ensuite, là, c'est pas compétitif, mais enfin, il y a des plateaux organisés une fois par mois dans les clubs environ. Voilà, on va pas trop loin. Généralement, ces plateaux ont lieu le samedi matin. Et voilà, le prix de la licence est à 60 €. Et voilà. Et donc tu vas là aussi développer, c'est pour redémarrer un petit peu le club qui était en sommeil l'an dernier, pour après monter en catégorie pour qu'il y ait des plus grands après, ou tu veux t'arrêter là? C'est exactement ça. On voulait reprendre le club par le biais des plus jeunes. C'est l'avenir du club, c'est voilà, reprendre par la base. Voilà. Après, on a quand même une équipe loisirs en adulte. Voilà, ils ont commencé à s'entraîner déjà. C'est le lundi et le jeudi de 20h à 22h, au COSEC toujours. Le prix de la licence est de 80 €. Et là, ce sont des matchs amicaux qui auront lieu, on va dire, une fois ou deux par mois, et suivi d'un petit repas et choses comme ça. Voilà, petit repas habituel. Exactement. C'est obligatoire. Il faut. C'est ça. Là, c'est à partir de 16 ans, par mois. À partir de 16 ans. Voilà. Et on peut te contacter du coup alors tu seras peut-être présent au forum des associations, on peut aller te voir là peut-être aussi, peut-être, je sais pas. Exactement, on est présent au forum des associations qui aura lieu samedi 8 septembre au COSEC de 9h30 à 13h. Donc vous pouvez retrouver les bénévoles du club sur place avec les coordonnées. Voilà, après, je peux vous le donner s'il faut. Mais... Oui, on va très certainement le faire apparaître. Écoute, merci beaucoup Maxime, et on te souhaite tout le meilleur possible. Et puis pour ce petit gamin, ça serait vraiment génial. Exactement, on vous accueille avec plaisir. Merci. Assemblée générale de l'association Chalosse-Tursan. Merci d'être présent à cette assemblée générale de l'association Service Chalosse-Tursan. Alors, assemblée générale qui portera sur l'activité 2017. Donc cette année, c'est notre 22e assemblée générale, puisque l'association a été créée par Lucette Aramburu en 1996. C'est une association intermédiaire dont l'objectif est de procurer du travail aux personnes éloignées de l'emploi, mais pas uniquement. Nous procurons aussi tout un accompagnement social et culturel grâce à nos 3 conseillères en économie sociale et familiale. Cette année 2017 a connu un creux par rapport aux années précédentes, tout simplement à cause de la crise aviaire, parce que le plus grand nombre d'heures nous est apporté par les travaux à domicile, qu'il s'agisse de ménage ou de jardinage ou de petit bricolage, mais nous avons une activité importante auprès des agriculteurs, notamment sur tout ce qui est attrapage de volailles. Et l'année 2017 a été marquée par la crise aviaire, donc forcément un peu moins d'heures que l'année dernière. Mais je peux déjà dire que l'année 2018 part sous des auspices très très bons. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous sommes fiers de notre implication sociale sur ce canton. Puisque au-delà du travail que nous procurons, nous faisons un véritable accompagnement qui permet aux gens de sortir vers de l'emploi durable. Et ça, c'est notre mission première, c'est celle qui nous est donnée par les instances de l'État, mais c'est pour nous le plus important. Nous sommes accompagnés par l'État au travers de la Directe, qui nous donne des directives, qui veille sur notre activité, voire même qui surveille un peu, mais qui nous finance. Nous avons également une subvention du conseil départemental. Mais enfin, je tiens à dire quand même que les subventions représentent une partie infime de notre chiffre d'affaires qui s'est élevé cette année à 650 000 €, avec pour subvention quelque chose comme 50 000 €. Donc voilà, je veux dire, c'est vraiment les gens qui travaillent qui financent l'association. Et je l'ai souligné en fin d'assemblée générale, profiter du micro que vous me tendez, pour dire qu'à un moment où on culpabilise beaucoup les chômeurs, les demandeurs d'emploi, tous les jours, nous à Chalosse-Tursan, nous avons des exemples de gens qui vont travailler, qui font des kilomètres pour aller faire quelques heures de ménage, qui font des kilomètres la nuit parfois pour aller attraper des volailles, qui n'ont pas peur d'aller travailler et qui, pour des salaires qui restent, même si nous essayons bien évidemment de rémunérer les gens du mieux possible et pas au SMIC, mais des salaires qui restent forcément modestes, nous voyons au quotidien des gens qui se battent. Et ça, j'ai envie de le souligner. Voilà.
Bilan de la rentrée scolaire. Nous avons rencontré les chefs d'établissement du collège et de l'école primaire. La directrice de l'école maternelle était indisponible, mais elle nous a fait passer les informations. Bonjour. Donc voilà, l'année scolaire vient de démarrer officiellement ce matin, puisque les derniers élèves sont entrés ce matin, c'était les élèves de 6e. Donc au collège, cette année, nous accueillons à peu près 490 élèves. Et nous avons une belle équipe de professeurs, une belle équipe d'agents qui assurent à la fois et l'entretien des locaux et la restauration, une belle équipe administrative. Tout le monde est là, tout le monde est à son poste. On a un prof devant chaque discipline, donc tout va bien pour ce démarrage. On va faire juste un tout petit bilan de l'année passée, donc les résultats aux examens. Le certificat de formation générale, 100% des élèves qui l'ont passé l'ont eu. Les ASSR, tous ceux qui l'ont passé l'ont eu également. Le DNB série générale, on a 92,8% de réussite. Et au niveau pro, nous avons 80% de réussite. Donc nous sommes très satisfaits de nos résultats, grâce aux équipes pédagogiques qui ont su faire un travail formidable. Donc je les remercie. En ce qui concerne cette année, nous avons plusieurs projets, donc je ne vais pas tous les détailler. Mais nous avons quand même une résidence d'artistes pour la 2e année. Et cette année, nous allons travailler autour du champ d'engagement avec l'artiste. Alors, j'essaie de... Magja, voilà. Nous avons également un travail avec une classe de 5e sur des éco-délégués. On va appeler cela comme ça. Et sur une classe de 4e, il y aura un travail qui va être fait autour des addictions des écrans. Donc ce ne sont pas les seuls projets, il y en a d'autres. Et donc les 6e, comme vient de le dire Madame Busquet, autour de l'activité sportive. Alors cette année, nous accueillons de nouvelles personnes, donc je pense que je vais leur passer le micro. Mais avant, une toute petite chose, une chose qu'on innove cette année, nous avons décidé dans l'établissement de mettre des boîtes à livres. Alors ne soyez pas surpris, si vos enfants vous ramènent des livres et qu'ils les gardent, à partir du moment où il n'y a pas l'estampille du collège, ce sont des livres qu'ils ont pu prendre dans les boîtes à livres mises à leur disposition, ainsi qu'aux adultes. Donc si vous avez des livres à nous donner, nous sommes aussi preneurs, de manière à inciter le plus de personnes à lire. Donc Vous m'aviez parlé de la boîte à chat aussi. Ah, la boîte à chat, oui. Donc, en fait, je fais appel aux bonnes volontés, puisque nous avons des populations de chats qui errent dans le collège et qui se multiplient. Donc là, il y a une portée de 5 petits. Ils ont à peine un mois, donc s'il y en a qui veulent les adopter, voilà, nous serions contents. Mais pas avant octobre, parce qu'il faut attendre qu'ils aient 2 mois, 2 mois et demi. Et même s'il y en a qui veulent adopter des chats un petit peu plus âgés, il y a des chats de 4 mois et il y a des adultes. Donc, évidemment, ils ne sont pas toujours faciles à attraper parce qu'ils n'ont pas été très socialisés, mais ce n'est pas impossible. Donc, je fais appel, même s'il y a une association qui peut nous aider. Alors, nous avons quelques pistes, mais nous serions preneurs. Donc, je vais passer la parole à la nouvelle infirmière qui va se présenter. Bonjour, donc je suis Élodie Mallet, donc l'infirmière au collège ici cette année. Donc je vais occuper le poste pour cette année et les années prochaines. Je suis là pour accompagner les élèves, les accueillir et afin qu'ils réussissent toute leur scolarité. Ils peuvent venir à leur demande, mais également sur besoin des enseignants, de l'équipe éducative et des parents. Donc je vais recevoir tous les élèves de 6e et j'interviens également sur les besoins des écoles de secteur. Bonjour à tous, Florence Solari, je suis nouvellement affectée au collège Agetmo en tant que gestionnaire et je serai en lien avec vous, parents, notamment pour les dossiers de bourse et les dossiers de restauration, donc demi-pension. Voilà. Je reviens sur les résultats que j'avais oubliés quand même, qui sont importants. Sachez que pour le collège d'Agetmo, 72% de nos élèves de 3e ont eu une décision d'orientation vers la seconde générale et technologique, ce qui n'est pas si mal que ça. Madame la principale adjointe. Oui, donc Cathy Busquet, principale adjointe. Donc ma collègue Marilyn Pédamen a dit beaucoup de choses. J'en ai très peu à rajouter. Mis à part le fait que j'entame ma 6e année au collège d'Agetmo, et petite précision, ce sera la dernière. Très
Christophe Arietta, directeur adjoint chargé de la SECPAS. C'est ma deuxième année au collège, ma deuxième rentrée. Juste une précision par rapport à la section d'enseignement général professionnel adapté. Tous les troisièmes sortants ont eu leur premier vœu scolaire. Donc c'est la première fois que ça arrive, on était très très contents. Voilà. Merci. Bonjour, Aurélie Bru, conseillère principale d'éducation pour la troisième année au collège Jean-Marie Launay. Donc en tant que CPE, je m'occupe toujours des petits soucis des élèves. C'est dans mon bureau qu'ils viennent toujours quand ils ont fait quelques bêtises. Depuis 2 ans maintenant, j'en ai pas parlé l'an dernier, j'assure aussi la formation des élèves au premier secours. Et cette année, 99,8% de nos élèves de 4e et de 3e ont obtenu donc leur PSC1. Au niveau de l'équipe vie scolaire, nous accueillons 6 nouveaux assistants d'éducation sur 8. Donc beaucoup de travail pour l'année à venir, toujours avec beaucoup de rigueur et dans la bonne humeur. Voilà. Bonjour, pour cette année à l'école élémentaire d'Agenmo, il y a 234 élèves, beaucoup moins que l'année dernière, du fait d'une arrivée moindre d'élèves de CP cette année, ce qui fait que nous avons été obligés de faire des classes en cours double, un CP CE1 entre autres et un CE1 CE2. Au niveau des classes, le nombre est toujours le même, on est à 11 classes cette année, donc 10 classes élémentaire classique, on va dire, et une classe du dispositif Ulysse. Les élèves du dispositif Ulysse, eux, sont intégrés dans les classes, ils sont inclus dans les classes. Mais ils ont une classe spécifique quand même. Ils ont une classe spécifique sur le dispositif et ils vont sur les autres classes en fonction de ce qu'ils sont capables de réaliser sur les autres classes. Et ils sont nombreux? Ils sont 14. Et la moyenne d'élèves par classe? Elle est à 22 actuellement. Voilà. Oui, c'est bon. C'est moins que l'année dernière où on était à 24 de moyenne. Mais c'est confortable pour travailler. C'est confortable cette année pour travailler dans de bonnes conditions. Voilà. Au niveau des projets pour cette année, on est encore en pleine réflexion, mais ce qui sera réalisé, ce sont des sorties sportives, entre autres avec la piscine et la gymnastique pour pratiquement toutes les classes. Nous avons prévu d'amener toutes les classes sur un projet théâtre à Mont-de-Marsan. Donc nous attendons la validation de notre demande. Ça devrait intervenir prochainement et nous espérons que toutes les classes de l'école vont être retenues parce qu'effectivement sur ces projets-là il y a beaucoup de demandes. Et c'est financé par qui? Alors ça va être financé par la coopérative scolaire. D'accord, il n'y a pas de financement extérieur? Il n'y a pas de financement extérieur, c'est la coopérative scolaire qui prendra en charge les entrées des élèves sur cette pièce de théâtre. Voilà. Par contre, le transport, lui, sera assuré, il est pris en charge par le conseil départemental. Voilà. Dans le cadre de notre projet théâtre, des classes travailleront en amont et prépareront des petites pièces qui seront présentées lors de la fin de l'année. Ça, c'est ce qui a été prévu. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que les horaires de l'école ont changé. Nous sommes passés à 4 jours, avec classe le lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec les horaires suivants, donc le matin de 8h25 à 11h55 et l'après-midi de 13h55 à 16h25. Nouveaux horaires qui demandent un petit peu d'adaptation pour tout le monde. On s'en rend compte encore ce matin où des enfants ont du mal à arriver à l'heure pour le moment. Mais je pense que ça va se régulariser d'ici la fin de la semaine. Très bien, merci beaucoup. En ce qui concerne l'école maternelle, l'effectif est de 128 enfants répartis en 5 classes, soit un taux de 25 élèves par classe. Cette année, les enfants de la toute petite section n'ont pas pu être accueillis. En effet, les effectifs par classe sont déjà trop importants. Concernant les changements pour cette rentrée scolaire, on peut noter le retour à la semaine de 4 jours et les nouveaux horaires de l'école, à savoir 8h30, 11h30 et 13h30, 16h30. Les horaires de la garderie restent inchangés. La rentrée s'est très bien passée malgré quelques pleurs. Des réunions de présentation auront lieu courant septembre dans chaque classe.
Les activités sportives sur les structures de la Cité Verte seront reconduites, natation, activités gymniques, dojo. Concernant le projet de l'année, toutes les classes travailleront sur le thème du corps et de l'alimentation. Toutes les classes travailleront aussi avec le chanteur François Lemonnier sur la création de chansons qui seront présentées lors de la fête des Pitchouns début juin 2019. Cet été encore, les arroseurs ont déployé leur corolle d'eau et de lumière au-dessus des champs de maïs de notre si belle Chalosse. Bon, tout ça c'est bien joli, mais comment ça marche ces engins? On a posé la question à Benjamin et Jean-Marie Laborde. Je voudrais avoir quelques petites explications sur ces fameux enrouleurs qu'on voit dans nos campagnes. Alors la première question qu'on a envie de se poser, c'est d'où vient l'eau? Alors l'eau, elle nous vient du lac d'Agès, du lac de Montségur donc, et qui est transférée dans le Lodon, qui descend et que l'on pompe à la station à Oussat. Là. Par un réseau souterrain, ça nous arrive aux bouches d'irrigation. D'accord, mais c'est une station de pompage que tu as tout seul ou pas? Ah non, alors elle fait partie du NASA d'irrigation. Et donc on est plusieurs irrigants et il y a plusieurs stations tout au long du Lodon. Et on l'avait, cette station, elle était pour Jean-Marie Joie et pour nous-mêmes ici. Donc on était 2 irrigants à pomper dessus, elle a été préparée pour 2 irrigants. Alors, mais est-ce qu'il y a une législation, enfin une régulation, je ne sais pas comment on peut dire, pour les ressources en eau? Oui. Nous avons droit à un quota qui a été attribué par l'ASA. Et on a droit à 1500 mètres cubes à l'hectare. Voilà, chaque année qui est renouvelé, c'est un affermage à nous, on appelle ça, et qui est contrôlé. Nous avons des volucompteurs et on prend le volume en début de saison, on prend le volume en fin de saison, et ce qui fait que bon, comme ça on sait exactement ce qu'on a utilisé comme eau. Voilà. Donc parce qu'on est en haut des collines de Sainte-Colombe en fait, et c'est vrai que comment l'eau arrive-t-elle à monter jusqu'ici? On pompe tout simplement dans le ruisseau qui s'appelle le Lodon, qui est le ruisseau qui circule sur la commune de Sainte-Colombe. Donc on a une station de pompage en bas de chez Jean-Marie Joie donc. Et c'est là que se trouve une pompe qui fonctionne sur une pression d'à peu près 14-15 bars. Et donc après il faut savoir qu'on a quand même une quarantaine de mètres de dénivelé jusqu'aux positions d'enrouleur ici sur la ferme. Du coup on perd un peu en pression forcément et on tombe sur 8 bars et demi, de manière à pouvoir faire fonctionner l'appareil qui est l'enrouleur. L'eau d'arrosage donc arrive depuis la station en bas du Lodon, mais comment on installe les tuyaux pour monter jusqu'ici? Alors bon, il faut savoir que quand on a fait donc ce projet, la station a été créée, mais bien sûr il a fallu amener l'eau chez les gens et exactement aux endroits de pompage. Tout a été étudié, on a placé ce qu'on appelle les bouches qui s'appellent les hydrants. Et il y a un réseau enterré qui a été fait au préalable, au départ de tout, un réseau qui a 20 ans actuellement et qui marche très bien. Mais il a été enterré partout avec des autorisations et tout ce qu'il a fallu pour passer chez les propriétaires. Et tout, voilà, plein de démarches, ça a été un vrai travail. Et ça c'est fait et donc on n'a plus qu'à arriver sur place, on branche notre appareil, on déroule et ça fonctionne. Mais après chacun selon ses parcelles définit bien sûr des positions d'enrouleur, on appelle ça une position. Donc on le met grosso modo chaque année au même emplacement et à 1 ou 2 mètres près, même le cheminement de l'enrouleur est le même, le cheminement du canon. Et donc ensuite, en fait, c'est une grosse bobine qu'on verra tout à l'heure, que l'on déroule à l'aide d'un petit tracteur. Et ensuite, quand on le met en pression et en eau, il rembobine lui-même avec une turbine, de façon à revenir au point de départ. Mais il y a un réglage à faire au niveau du canon par lui-même pour que ça arrose en cercle ou pas? Comment ça se passe? Oui, on peut régler en fait l'angle du canon, du jet, de manière à faire un quart de cercle, un cercle complet, un demi-cercle le plus souvent on fait, voilà, de façon qu'il arrose à droite et à gauche. Et pour éviter aussi tout ce qui est le plus possible, tout ce qui est route, maison et habitation. Et par contre, comment vous faites pour savoir le temps que va prendre l'enrouleur pour faire son boulot? Alors là, bon, il est équipé d'un iridoseur qui nous indique la longueur des roulés, la vitesse d'avancement et le temps qu'il va passer suivant programmation d'une dose que l'on programme nous-mêmes, que l'on désire. Et il nous indique à la minute près l'instant où il va stopper. Alors là, il est en enroulement. Il y a eu 276 mètres de déroulé. Et on est à 73 mètres d'enroulé. La dose, c'est nous qui la programmons, on met 27 mm. Voilà.
peut programmer un tempo départ à la minute près. Et on peut programmer, alors je n'ai pas mis moi, et on peut programmer un tempo arrivé. On met 20 minutes tempo arrivé. Il va se percher et pendant 20 minutes il va arroser sur place. Et à partir au bout des 20 minutes, il stoppe tout seul. Voilà. Alors le plus intéressant pour nous, c'est surtout ça, c'est de savoir à quelle heure il termine. Bon, demain matin, il sera là à 6h01. Et on peut être sûr qu'à 6h01, il sera là et il aura fini son programme. C'est un avantage extraordinaire parce qu'on sait qu'à telle heure, on doit venir et puis qu'il a terminé son programme. On entend ce cliquetis là qui est caractéristique de ce type-là d'appareil, mais le cliquetis change tout le temps. Pourquoi? Alors ça, il change. Bon, c'est une régulation, donc c'est suivant la vitesse d'avancement, suivant la pression d'eau qui rentre dans la turbine. Et donc pour qu'il avance toujours à la même allure, pour qu'il mette la même dose exacte partout, il se régule électroniquement. Et c'est ce cliquetis qui fait qu'on sent une variation, quoi. Voilà. On sent une variation d'avancement et d'utilisation, quoi. Quelle est la force motrice? Comment ça marche? C'est électrique? C'est l'eau qui fait tourner? Oui, voilà, c'est tout simplement l'eau qui fait tourner via donc, les 8 bars et demi de pression qui circulent dans l'appareil. Et tout ça, ça passe dans une turbine, donc ça fait quand même pas mal d'eau. Il y a à peu près 40 mètres cubes à l'heure qui passent. Et donc en fonction de ça, l'appareil se régule via une membrane, en fait, une électrovanne. Et donc c'est la force de l'eau qui fait tourner la bobine elle-même. Pas d'électricité, pas de moteur. Alors ces appareils étaient équipés d'un petit panneau solaire qui permettait en fait de recharger tout simplement la batterie qui alimente l'ordinateur de régulation de l'appareil. Les premiers enrouleurs n'étaient pas équipés de ce système-là, c'était tout mécanique, donc il n'y avait pas besoin d'avoir de panneaux photovoltaïques. Il me semble qu'à une époque, il y avait des tracteurs qui tournaient, le moteur tournait, c'était pour entraîner la pompe ou c'était un ancien système? Les tracteurs, ils étaient utilisés parce qu'ils n'avaient pas de pompe électrique. Et donc il n'y avait pas de station, alors c'était le tracteur qui faisait office de station de pompage et il avait tout simplement une pompe attelée derrière avec un système de sécurité, ils appelaient ça, s'il y avait un problème, le tracteur s'éteignait, mais c'était le tracteur qui faisait les heures là. Là c'était une autre paire de manches. Là. Comment ça se passe? Parce que le chemin est tracé dans les champs et combien il faut de tours pour que ça marche, pour que ce soit efficace? Alors par rapport à la dose d'eau, bon, mais là c'est l'année qui définit, c'est uniquement l'année qui va définir le besoin en eau des plantes. Donc ici, comme tu l'as dit en introduction, on est quand même sur le haut de Sainte-Colombe, donc on a des sols assez séchants. Il est rare qu'on descende sous les 3 tours d'eau, donc 3 apports d'eau, bon, ici on règle sur 27 mm. Et les années très sèches comme 2016, ben on va au bout du quota, donc on peut aller jusqu'à 6 ou 8 tours d'eau selon les années, quoi. Alors, est-ce que c'est important pour la récolte? Oui, tout à fait. Bon, le maïs, il faut qu'il termine son cycle, qu'il le termine naturellement et pas par un stress hydrique. Donc, il faut l'accompagner autant qu'il en a besoin. Donc, s'il faut 4 tours, il faut 4 tours. Si on en est cette année au 6e, et on espère qu'une pluie viendra pour nous stopper parce que bon, le quota sera certainement atteint, bien qu'on ait encore un petit peu de marge. Mais ne serait-ce que pour que le travail soit plus léger, quoi. Voilà, parce que 6 tours, il faut les faire quand même. Hein. Bon, vous avez des champs, quelques parcelles qui ne sont pas arrosées, je crois, et est-ce qu'il y a une grosse différence? Oui, on note une différence importante, surtout cette année où on a eu un printemps très pluvieux. Donc durant tout l'hiver et durant tout le printemps, on a eu des sols très tassés lorsqu'on les a travaillés et mis en culture sur fin avril, début mai. Et suite à ça, on a repris beaucoup d'orages et de pluies très fortes d'ailleurs sur le mois de mai et de juin. Donc des sols compactés, un réel besoin d'apporter de l'eau pour que la plante puisse faire son cycle naturellement. Et les champs non irrigués ont une bonne tenue quand même jusqu'au début août. Et ensuite, donc, on a une période de chaleur assez forte avec peu de pluie. Donc là, on voit les champs qui décrochent les uns après les autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a une plus-value sur le maïs irrigué. Donc voilà, quand on voit les pieds de maïs, donc on voit que les grains sont bien formés et commencent à se rider sur le milieu du grain. Et donc quand on ouvre un grain, ensuite, on voit que le maïs n'est plus au stade laiteux, il commence à être vraiment pâteux, farineux. Donc là, on voit que le grain il est quand même sur un stade assez avancé. Donc il a commencé à mûrir en fait, et que la farine se met en place dans le grain et l'eau petit à petit s'en va du grain. La campagne est maintenant terminée, bon, prêt pour la suivante.
Oui, oui, tout à fait. Donc là, on va terminer le dernier tour d'eau, comme on disait. Après, on va laisser faire le cycle du maïs naturellement. Donc bon, là, il est très avancé. Il est au stade de farineux quasiment. Donc on va dire que les dés sont jetés. Et maintenant, on verra bien lors de la récolte. Nouveau grand succès du rodéo-car chalossé à Poudenx. Ah, je crois qu'il n'a pas arrivé à la raverser, là. Pas le coup là. Ah, ça y est, le premier. Oui, sauvez-vous. Allez, il faut repartir. Attends un petit peu, on va retirer le capot. On peut l'y laisser, voilà, ça protégera le moteur. De monde, un peu de poussière, c'est vrai, effectivement, parce qu'on arrose la piste, mais il y a quand même beaucoup de voitures qui tournent fort. Voilà, mais nous sommes très contents de cette première partie de la journée. Alors au niveau de la sécurité, tout va bien, il n'y a pas eu de problème, pas eu de casse, enfin, des voitures cassées, pas d'accident grave, aucun souci. Alors la buvette mobile, effectivement, un gros succès, parce qu'il fait chaud, il fait même très chaud. Les gens qui gardent leur place, on vient directement à eux. Et comme ça, ils peuvent boire frais et manger des glaces. Alors, le débriefing va être rapide, simplement pour dire que le maire, il est heureux. Il est heureux quand dans un petit village comme le nôtre, on voit autant de personnes et des animations telles qu'elles sont faites aujourd'hui, il ne peut être qu'heureux. Par contre, un petit message que je voudrais quand même faire passer, parce que c'est très beau ce que l'on voit, mais je voudrais simplement dire que merci à M. Hans qui est là, propriétaire du terrain, qui prête aimablement son terrain à l'association. Bon, il est un peu violent, mais il ne faut pas faire attention, il est un peu violent, mais c'est pas grave. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est très joli, c'est très bien, ça traîne du monde, mais je tiens surtout à remercier l'association, parce que l'association déjà ça leur demande beaucoup de travail, mais en plus, peut-être que vous n'y pensez pas, mais ça leur demande aussi beaucoup d'argent et une dépense au départ, sans garantie de succès aujourd'hui, mais c'est une dépense très importante, ne serait-ce que pour la sécurité. Alors en tant que maire, je suis bien passé pour en parler. Sécurité, ce soir ils vont faire une première avec une semi-nocturne, donc tout ce qui est mis en place l'électricité. Donc je veux dire, ça coûte cher, ça leur coûte très cher. Donc s'il y a des aimables donneurs de subventions qui pourraient venir nous accompagner et nous aider, je pense que l'association Rodéo-Car ici présente serait plus qu'heureuse et vous permettrait de participer encore à d'autres spectacles si vous êtes là pour nous aider. Voilà. Ceux qui connaissent Tordesillas, notre ville jumelle d'Espagne, savent que les fêtes commencent la semaine prochaine avec le moment fort, le taureau de la Vega. Depuis des décennies, cavaliers et hommes à pied,
avait le droit de tuer le taureau avec des lances. Mais depuis 2 ans, sous la pression des animalistes, le conseil régional a interdit cette pratique aux grandes dames de la population. La nouvelle formule est plus fade puisqu'il s'agit d'accompagner le taureau dans la campagne jusqu'à un enclos. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir cet animal ainsi que les taureaux des Antsiro. El primero, la finca El Taurdón, Colmenar Viejo, Madrid, y Buenabarba, San Muñoz, Salamanca. De la misma ganadería, Torrenueva. Propietario Taru. Venga, como queráis, adelante con el sobrero del Toro de la Vega. Atentos. Ahí está. Sobrero del Toro de la Vega de nombre Gordo. Número 40, Corismo 4, nacimiento febrero de 2014. Pelo negro, granado, meano, asiblanco. Ganadería Hermano Sánchez Herrero. Divisa rojo y oro. Señal de oreja hendido en ambas. Finca Alvarillo. Ahí está, ya dentro de Toreles, sobrero del Toro de la Vega, de nombre. Atención, que sale Montañesa. Ahí está, Toro de la Vega 2018. Montañesa de la ganadería Campos Peña, propietario Toro Pasión. La finca Alto Blanco Viejo. Villamanrique de la Condesa, Sevilla, Toro de la Vega 2018. Este Toro de la Vega 2018 de nombre Montañesa, con el número 16, Guarismo 4, nacimiento 2013, en noviembre, pelo negro. La ganadería Campos Peña, propietario Toro Pasión. Este toro es muy bravo, tiene las astas muy finas. Ahora es Álvaro Bueyes de nuevo a recoger al Toro de la Vega 2018 que se había quedado en el ruedo. Pues ha sido todo de Bueyes y esperemos que entre en Toriles. Ahora la ganadería de Campos Peña, propietario Toro Pasión. Puerta de Toriles. El centro del ruedo.
Bueno, ¿nos puedes explicar lo que acabamos de ver ahora en la Plaza de Toros de Tordesillas? Sí, es una cosa típica que se hace mucho en España, donde el ganado que va a participar en los festejos de Tordesillas, en los festejos populares, no en los serios, no los de las corridas, sino los toros que se van a correr en encierro, y pues se les presenta a la población o a todos que quieran venir a verle. Se van sacando uno a uno, se van sacando por encierros. Nosotros hoy hemos sacado 4 encierros, tenemos 5, pero el último día siempre solemos quedar los más grandes y los que más juego han dado. Luego presentamos el toro Vega Sobrero y el toro Vega titular para que la gente lo vea y nos dé su opinión. Hoy ha habido aplausos, así que habrá gustado. ¿Cómo ha salido hoy? Bien, bien, la verdad es que sí, a ver si nos acompaña un poco la suerte. Es una pena que nos hayan quitado una tradición como era el torneo del Toro de la Vega, pero seguiremos luchando por ello y haciendo lo que nos deje la ley. Y por lo visto a la gente le ha gustado este toro, ¿no? Sí, es un toro, la verdad que es un toro muy grande, es un toro de una corrida de Bilbao, un toro muy serio, con mucha leña arriba, muy grandón, está cerca de los 700 kilos. Lo que hace falta es que ahora que cuando llegue a la Vega, al Pinar, que luche con la gente de a pie y los caballos. Hemos visto que no quería entrar en los corrales, ¿no? Sí, hay algunos que no quieren, no están hechos a bueyes, y este por lo que se ve no les gustaba la entrada. Bueno, pues mucha suerte para el Toro de la Vega. Muchas gracias. Un saludo a Gemón. Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention. Pensez au pouce bleu. Bonsoir, à la semaine prochaine.